Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo avant mes vacances, puisque je serai absent, donc comme je l'avais annoncé pendant 2 semaines à partir de la semaine prochaine. Et cette dernière de la série donc sera, je pense, très intéressante dans la mesure où il se passe beaucoup de choses. Et nous avons choisi avec Abdeljelil le thème Iran, paix durable possible. La paix durable est-elle possible? Je le pense personnellement et je vais essayer de l'expliquer. Et je pense que de toute façon, les quelques mois qui vont passer vont être excessivement importants puisque je crois, pour ma part, que la guerre d'Iran est en train de se terminer et je pense aussi que la guerre d'Ukraine est en train de se terminer pour d'autres raisons. Je vais faire une petite intervention très rapide sur la guerre d'Ukraine pour dire que les Russes ont changé de tactique et ils ont décidé, chose qu'ils auraient pu faire depuis très longtemps, mais qu'ils ont décidé volontairement de ne pas faire parce qu'ils ne voulaient pas tuer l'Ukraine, contrairement à ce que certains peuvent penser. Ils ont décidé d'interdire l'accès à la mer Noire, aux bateaux, à l'entrée et à la sortie. Donc, dans ces conditions, le pays est privé de toute activité économique d'exportation, en particulier de son blé, et ça représente 35 milliards de dollars. Donc, je pense que le pays va s'arrêter. Il est arrêté de toute façon et que dans ces conditions, un grand pays comme cela, malgré l'aide de l'Occident, ne peut pas tenir si toute l'activité économique et en particulier toute l'activité agricole s'arrête. Donc, je pense que l'Ukraine en a pour 15 jours à un mois maximum, que toute l'activité donc va s'arrêter, qu'on arrive à la fin de la guerre. Ça a été la réponse que Poutine a faite aux attaques dans la profondeur, qui vont peut-être continuer pendant un certain temps. Mais en tout cas, on arrive à la fin. Pour moi, l'Ukraine est aujourd'hui déjà un mort-vivant. Voilà ce que je voulais dire sur l'Ukraine. Alors, l'Iran, la situation est très différente. Et je vais donc lire les 8 questions qui m'ont été proposées, qui sont excellentes. Et ça va nous permettre de dérouler notre fil rouge pour comprendre mieux la situation et les conséquences que ça peut avoir. Voilà. La première question est celle-ci. Donald Trump maîtrise-t-il encore sa politique iranienne ou subit-il désormais les pressions d'Israël et de ses soutiens à Washington? Alors, au risque d'étonner les gens, je vais dire que, bien entendu, Donald Trump subit les pressions d'Israël et de ses soutiens à Washington. Il les a toujours subis, mais que je pense que Trump maîtrise encore aujourd'hui sa politique iranienne d'une façon que je trouve même assez subtile, et je vais expliquer pourquoi. Je pense, je vais le dire tout de suite, je pense qu'il y a 2 éléments qui m'ont fait faire ce choix. L'un, c'est l'accord bipartite avec, entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Et l'autre, c'est l'accord tripartite militaire entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie. Donc, ces 2 accords dessinent véritablement à la fois une stratégie de Trump que je trouve assez intelligente et par ailleurs une nouvelle architecture du Moyen-Orient que je trouve aussi extrêmement intelligente. Et je vais expliquer pourquoi. En ce qui concerne l'accord bipartite, moi je connais bien le sultanat d'Oman où je suis allé pas mal de fois dans ma vie professionnelle à l'époque de Sultan Qaboos. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour ce dirigeant et pour ce qu'il avait fait de son pays, qui est vraiment différent des autres pays et qui est où on se sent vraiment bien. On a un sentiment de liberté
et un sentiment de culture au sein du sultanat d'Oman que on ne ressent pas forcément dans les autres pays. Ça ne veut pas dire que les autres pays sont détestables, loin de là, mais en tout cas, le sultanat d'Oman est à part. Mais pour autant, ce n'est pas un pays qui a une influence extrêmement forte sur le plan ni militaire ni pétrolier, mais il a une influence plutôt subtile, diplomatique, et ça me paraît être absolument d'une erreur totale que de penser que ce pays ait pu aller passer un accord avec l'Iran sur le plan essentiel qui est le contrôle du détroit d'Ormuz, qui est aujourd'hui le point de cristallisation maximum qui entre les Iraniens et les Américains, sans avoir un aval implicite de Trump. C'est évident. Ils vont pas aller signer un accord au nez à la barbe des Américains, sinon ils se feront détruire politiquement, économiquement, financièrement, à tout point de vue. Donc l'énorme géant américain se serait abattu sur le petit sultanat d'Oman et l'aurait mis en morceaux. Or, c'est pas ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Américains et les Iraniens ont trouvé une façon assez subtile à la fois d'éviter pour Trump de prendre de front le lobby pro-israélien qui reste puissant aux États-Unis, puisque Trump n'a pas peur de Netanyahou. C'est pas de Netanyahou qu'il a peur, il a peur des lobbies pro-israéliens qui tiennent le Congrès et qui peuvent manquer de le renverser à tout moment. C'est ça dont il a peur. Donc c'est une façon de dire ah ben non, nous c'est pas nous, c'est pas nous, c'est le sultanat d'Oman. Mais évidemment, tout le monde a compris que par derrière, c'est lui qui a donné l'accord à Oman, si c'est pas lui-même qui l'a suscité. Donc ça sauve la face des Américains au moment où ils sont en train de sortir du trou dans lequel ils sont. Ça leur permet par ailleurs, comme ils n'ont pas eux-mêmes pris parti pour cet accord et dessiné l'accord eux-mêmes, de dire, vous voyez, on va voter un autre paquet de sanctions, vous voyez, on tient complètement le détroit d'Ormuz, regardez, donc Trump fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire du boum 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 de gorille, alors qu'il n'a pas les cartes. Donc, ça lui permet d'essayer de garder un peu dans la tranquillité une partie de ces, si ce n'est les lobbies, mais en tout cas une partie de l'opinion qui resterait anti-iranienne. Donc, il fait, comme je l'ai dit souvent, il essaye de faire en sorte d'assumer la défaite sans assumer la honte de la défaite. C'est ça qu'il essaye de faire. Et ça, c'est toujours très important. Assumer la défaite, oui, mais si on n'assume pas la honte de la défaite reste acceptable. Voilà. On a beaucoup d'exemples dans l'histoire. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça, c'est très important et c'est ça que Trump essaye de faire. Donc, ça sauve la face de Trump, cet accord sous cette forme, mais ça sauve la face de l'Iran aussi. Pourquoi? Parce que l'Iran a considéré et a interdit que le Liban, la situation au Liban, à Gaza et en Cisjordanie ne sortent des limites de l'accord américain. Or, aujourd'hui, Israël a dit et répété qu'il ne voulait pas accepter l'accord. Donc, l'Iran a deux solutions dans ces cas-là, si dans sa négociation avec les États-Unis, soit accepter de signer avec eux alors même que Israël continue à frapper, et dans ce cas-là, l'Iran perd la face, ou bien de dire on signe rien tant que Israël n'a pas arrêté, et à ce moment-là, ils prennent le risque que
on se rapproche dangereusement du point où un krach économique majeur pourrait advenir. Donc, en signant de cette façon un accord sans les États-Unis, ça permet à l'Iran d'avancer dans son contrôle du canal, ce qui est évidemment son objectif, mais de le faire sans avoir l'air de perdre la face. Donc, c'est un très bon accord, et on voit que Trump n'a pas dit que cet accord était nul et non avenu. Alors, je ne crois pas avoir vu des déclarations comme quoi il reconnaissait que c'était un bon accord, peut-être ne peut-il pas le faire, mais en tout cas, on avance vers une solution, et ensuite, peut-être que la suite de ça, ça va être que, à ce moment-là, les Iraniens vont accepter de faire passer les bateaux à condition que les États-Unis arrêtent leur blocus. L'autre solution, mais je pense que ce sera plutôt la deuxième, parce que les Iraniens l'ont affirmé, c'est qu'ils ont dit très clairement qu'ils voulaient que les autres conditions, c'est-à-dire le départ des Américains des bases, de la région, le remboursement des frais de guerre, toutes ces choses importantes soient également faites et que la négociation sur le nucléaire, évidemment, soit renvoyée au calendrier grec. Donc, on est aujourd'hui dans cette situation. Ça veut dire que les Iraniens se sentent forts, et Trump a montré à plusieurs reprises que de toute façon, il n'était pas prêt à utiliser le gros marteau, et il ne peut pas le faire. Donc, Trump a perdu, sur le fond, on le sait, mais cet accord bipartite permet de montrer comment une partie de cet accord peut être mise en place sans que les Américains soient obligés de dire oui, on est d'accord et on l'a négocié nous-mêmes. Donc ça sauve la face un peu des États-Unis. Et l'autre, évidemment, encore plus important à mon avis, c'est l'accord tripartite entre le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite. Et là aussi, on ne peut pas penser une seconde que cet accord, qui est un accord militaire, qui est aussi important parce qu'il va fixer une architecture de sécurité pour la zone qui est susceptible de remplacer la direction imposée jusqu'à présent par les États-Unis. Cette architecture qui est en train de se mettre en place ne peut pas avoir été négociée par l'Arabie saoudite, qui dépend tellement des États-Unis, ni par la Turquie qui est membre de l'OTAN, ni par le Pakistan qui est assez proche également des États-Unis, ne peut pas avoir été négocié sans qu'il y ait un aval des Américains, c'est évident. Donc ça veut dire que là aussi, Trump ne veut pas dire à Israël j'ai négocié cet accord, alors même que l'accord est fait pour contenir Israël, puisque dans cet accord régional, il y a une puissance nucléaire qui s'appelle le Pakistan, et donc le Pakistan va jouer le rôle de dissuasion contre Israël, puisque le gros problème, à mon avis, de cette région jusqu'à présent, c'était le fait qu'Israël était le seul pays à disposer de l'arme nucléaire. Donc, tout le monde tremblait devant Israël et chacun se disait, si on prend une bombe, on ne peut pas répliquer. Mais aujourd'hui, on va être dans un système de dissuasion. Israël ne peut pas aller bombarder directement le Pakistan nucléairement, puisque le Pakistan ne l'a pas menacé, mais le Pakistan reste aujourd'hui largement capable de dissuader Israël de le faire. Donc, cet accord va être une sécurité. Il rend service aux États-Unis dans la mesure où il va permettre de justifier le fait qu'ils envoient leurs bases, puisque ce sont des militaires turcs ou pakistanais qui vont remplacer les Américains dans les bases et protéger l'Arabie saoudite, d'une part. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est que donc
on va disposer d'un système qui est là essentiellement pour bloquer les velléités expansionnistes d'Israël, il faut pas se le cacher, mais et que ça permet également d'une part de contenter les Chinois, parce qu'on sait que les Chinois sont très proches du Pakistan, et le Pakistan a une relation extrêmement forte dans cet accord, puisqu'il est le garant nucléaire de l'accord. Donc, je pense que les Chinois sont tout à fait satisfaits et contents de cet accord. Et, il ne faut pas l'oublier, un troisième larron qui est aussi extrêmement impliqué dans cette affaire et qui va être très satisfait, c'est la Russie, parce que, comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, je pense que le principal frein à l'atomisation de l'Iran, ça n'a pas été Israël, ça n'a pas été les États-Unis, c'est la Russie, parce que la Russie sait très bien que si l'Iran a la bombe, demain, l'Arabie Saoudite aura la bombe et la Turquie l'aura aussi. Et dans ce cas-là, évidemment, l'arrière-cour de la Russie sera nucléarisée, avec en particulier la Turquie juste en dessous, qui dans de mauvaises mains pourrait les menacer. Donc c'est très mauvais pour la Russie. Or, là, ça permet de contenir les velléités nucléaires à la fois de la Turquie et de l'Arabie Saoudite, puisque c'est donc le Pakistan qui est déjà nucléaire, qui sera la puissance nucléarisée de contention de la région face à Israël. Donc je dirais que ça me paraît très intelligent. Et là aussi, évidemment, Trump a donné son aval implicite. Il ne veut pas donner son aval explicite pour l'instant parce que c'est clair que s'il donne son aval explicite, il y a tous les fous furieux anti-iraniens aux États-Unis et pro-sionistes qui vont essayer de faire exploser l'accord, mais on peut déjà dire que cet accord, aujourd'hui, qui a été annoncé, représente, je dirais, le système qui va émasculer, en tout cas gêner considérablement les velléités futures d'Israël. Donc, on change véritablement de perspective, et ça, annoncé coup sur coup, c'est tout à fait excellent. Donc, si je reviens à la question qui avait été posée, Trump maîtrise-t-il encore sa politique iranienne ou subit-il les pressions d'Israël? Ben, bien sûr qu'il subit les pressions, mais on peut penser, si ceci va jusqu'à son terme, et il faut voir si à un moment donné Trump avalise ces deux accords officiellement, et s'il dit oui, c'est des bons accords, la partie est gagnée pour l'Iran et la partie est gagnée pour la paix. Alors, deuxième question, le soutien à Israël est-il en train de provoquer une fracture durable dans le camp trumpiste et jusque dans sa majorité au Congrès? Ben, bien sûr, c'est en train de provoquer une fracture durable, mais comme je l'ai dit, ce soutien à Israël n'est qu'apparent à mon avis, et derrière, il est en train de se construire une trahison à Israël, et Trump est à mon avis en train subrepticement de changer de camp, même s'il ne le montre pas, mais implicitement, il a donné son aval à deux décisions très importantes qui sont susceptibles de bloquer le camp pro-israélien et donc de faire en sorte que la majorité au Congrès ne puisse pas le gêner d'une façon excessive. Donc oui, le soutien à Israël est en train de provoquer une fracture durable, mais je pense que Trump n'est plus dans le soutien à Israël. En tout cas, il fait semblant, comme il sait faire, mais je pense qu'il a choisi une direction, et c'est ça qui me donne de l'espoir, puisque, évidemment, encore une fois, ces deux accords n'ont pas pu être négociés, certainement pas, jamais, sans qu'il ait donné un accord implicite au départ. Voilà. Troisième question. Trump défend-il encore les intérêts stratégiques américains
ou sa politique au Moyen-Orient est-elle devenue largement subordonnée aux priorités israéliennes? Alors, j'ai expliqué que je pense que Trump, en agissant comme il agit aujourd'hui, et sous réserve, encore une fois, je reste prudent, qu'il avalise ces deux accords, c'est-à-dire qu'il ne change pas de nouveau de camp sous la pression des intérêts pro-israéliens américains. Il défend aujourd'hui, en tout cas dans ce qui est en train de se faire, les intérêts stratégiques américains et je ne dirais pas que sa politique est devenue subordonnée aux priorités israéliennes, pas du tout. D'ailleurs, Vance a saisi la balle au bond et tout ça, ce qu'il y a derrière tout ça, évidemment, c'est la montée de l'opinion américaine qui est scandalisée par ce qui se passe en ce moment, aussi bien à Gaza que en Cisjordanie. Je ne rappelle pas les horreurs absolues de ce Palestinien qui a été émasculé par les colons israéliens et le bébé qui a été brûlé dans une maison aspergé d'essence. Tout ça, c'est des horreurs, mais nous savons qu'il y en a pratiquement tous les jours. Donc, et je ne parle même pas du médecin-chef de l'hôpital de Gaza qui est à l'article de la mort, battu et torturé à peu près tous les jours. Donc, on sait tout ça. Mais nous, en Europe, je dirais, c'est pas tellement développé. Mais par contre, on peut bien penser que l'opinion américaine, elle est parfaitement au courant et Trump a senti ça. Et Vance a fait une intervention chez Joe Rogan récemment, il y a une petite semaine, en disant qu'il avait les preuves comme quoi le gouvernement israélien avait financé des lobbies pour essayer de le démolir et de l'empêcher de signer un accord avec l'Iran. Donc, de la part de Vance, c'est une attaque directe contre Israël. Donc, Vance, je dirais, est sorti du bois. Et il a raison de le faire aujourd'hui, d'une part parce qu'il a l'opinion grandissante avec lui. Deuxièmement, parce qu'il peut absolument pas se montrer complice et d'accord avec toutes les horreurs qui sont en train de se faire actuellement. Et troisièmement, parce qu'il a vu qu'il y avait des concurrents à lui, en particulier Thomas Massie, qui n'a pas été désigné dans la primaire, mais qui est sorti de là, je dirais, de sa campagne avec les honneurs et qui sont plus nationalistes. Et il se rend bien compte que si il se fait déborder par les nationalistes, il va se faire piquer le mouvement MAGA. Donc, il sort du bois, là aussi, il le fait, évidemment, avec l'aval de Trump. Donc, il y a toute une autre politique qui est en train de se dessiner, et ça n'est pas une politique qui est pro-israélienne. Alors, quatrième question. Sur quoi repose aujourd'hui la capacité de résistance de l'Iran, sa population, son appareil militaire, ses ressources ou sa profondeur stratégique régionale? Alors, je dirais tout, bien sûr. Sa population, qui est une population à la fois très cultivée, très nationaliste, très bien formée, avec beaucoup d'ingénieurs, avec des populations très diverses, je dirais de la haute bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie, le peuple, etc., donc très diverses. Donc, d'une part, sa population, évidemment, culturellement extrêmement forte. Son appareil militaire, construction faite par Ali Khamenei pendant des années et des années, et appareil militaire avec des missiles, avec toute une partie qui est enterrée, avec les drones, avec l'avance d'une guerre, ses ressources, bien entendu, en particulier des ressources agricoles, puisque ce pays est pratiquement autosuffisant sur le plan agricole, ce qui est assez ahurissant pour un pays qui est sous sanction depuis 45 ans, et évidemment, avant tout, sa profondeur stratégique tout à fait extraordinaire, avec ses montagnes, et avec, ne l'oublions pas, cet instrument
formidablement utile pour eux, qui est la disponibilité de la Caspienne, à travers laquelle ils peuvent envoyer ou faire venir toutes sortes d'équipements ou de pétrole ou de gaz, puisque la Caspienne est contrôlée 100% par les Russes. Donc, c'est, je dirais, un cordon ombilical qui permet aux Iraniens de vivre et de recevoir également des marchandises qui proviennent évidemment aussi de Chine. Donc voilà. Et je dirais qu'il faut rajouter dans cette capacité de résistance un élément aussi dont on parlera plus tôt, c'est l'appui explicite, même si discret, de la Chine. Et je rappelle que dès le lendemain de l'attaque américaine, les Iraniens ont frappé toutes les bases américaines du Proche-Orient avec une précision totalement chirurgicale, et ceci, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas le jour même qu'on décide de se mettre d'accord avec les Chinois. Donc ça veut dire que comme les Iraniens n'ont pas eux-mêmes la couverture satellitaire qui permet de contrôler la totalité de ce qui se passe dans la région, ça veut dire qu'ils ont planifié cette guerre et préparé cette guerre avec un appui parfait des Russes et des Chinois, mais à mon avis en particulier des Chinois. Donc l'alliance avec la Chine et celle avec la Russie d'une certaine façon aussi, mais surtout avec la Chine me paraît être un élément fondamental de la résistance de l'Iran. Voilà. Alors, question numéro 5. Numéro 5. Entre sanctions, blocus, difficultés économiques et pression de la rue, jusqu'où le pouvoir iranien peut-il tenir sans être contraint à des concessions majeures? Alors, je vais dire que je comprends très bien qu'on pose cette question, mais typiquement, je trouve que c'est une question occidentale, si je puis dire. Parce que nous considérons, nous, qu'un pays qui a des sanctions, un blocus, des difficultés économiques et la pression de la rue, ce n'est pas une situation normale et par conséquent, c'est extrêmement difficile de se maintenir. Mais l'Iran vit comme ça depuis 45 ans, avec des sanctions, un blocus, des difficultés économiques et la pression de la rue. Il n'a cessé de vivre sous cette forme. Donc, c'est sa forme habituelle de fonctionnement. Donc, l'Iran ne sera pas contraint à des concessions majeures, en tout cas, je ne le pense pas, dans ces conditions. Je vais même aller plus loin. Je pense même que c'est l'inverse. Je pense que le vrai danger pour le régime iranien, ça va être le jour où on va lever les sanctions, on va leur permettre de faire des affaires et on va libéraliser le pays et on va laisser le pays. Parce qu'à ce moment-là, la pression des gardiens de la révolution et du pouvoir théocratique iranien sera moins justifiée et moins explicable qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est dans la détente qu'il y aura véritablement, de la part de l'Iran, une vraie difficulté pour se maintenir au pouvoir. Et je pense que les Iraniens, qui sont très subtils et très intelligents, doivent certainement être en train déjà de préparer cette future détente pour se dire comment ferons-nous demain et comment il faut qu'on lâche du lest ici ou là, de façon à ce que l'on nous considère, que notre population nous considère encore comme légitime le jour où la pression militaire ne sera plus là, où la pression diplomatique ne sera plus là, et la pression financière ne sera plus là. C'est ça véritablement qui est, à mon avis, le danger que je vois à l'avenir pour l'Iran, mais certainement pas la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, dans lesquelles je ne dirais pas qu'ils sont comme un poisson dans l'eau, mais qui correspond à la façon dont ils ont toujours vécu, et en plus avec une capacité à tenir sur le temps long, alors qu'on voit qu'en face, comme je l'ai déjà dit, les pays qui sont en face, et en particulier les États-Unis, ne sont pas capables de faire une guerre sur le temps long, et on en a un exemple, mais absolument flagrant, c'est avec ce qui est en train de se passer avec l'Abraham Lincoln, qui est au bord de l'explosion sociale, alors que ce sont des militaires censés être parfaitement, je dirais,
parfaitement rodé et parfaitement efficace et obéissant, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que les toilettes ne marchent plus, parce que les systèmes de lavage des uniformes ne marchent plus, parce que la cuisine ne marche plus. Donc, certains disent qu'il y a eu certains membres de l'équipage qui se sont jetés à l'eau. On dit qu'ils ont été récupérés, j'en sais rien. Et il y a eu d'autres bruits qui courent, qui disent qu'il y a eu une bagarre au couteau et qu'il y a 6 ou 7 morts. Donc, tout ça, vrai ou faux, veut bien dire que les Américains ne sont pas capables de tenir dans la durée, mais évidemment, les Iraniens, eux, ils le sont, puisqu'ils n'ont toujours fait que ça. Voilà. Donc, il n'y aura pas de concession majeure de l'Iran, et je dirais aussi, et ça je vais étonner certains, que si les Iraniens font des concessions majeures, et je ne doute pas qu'il y a au sein du pouvoir iranien, qui est très divers, des gens qui poussent à faire des concessions, je pense que la population, d'une façon générale, qui est toujours plus nationaliste que les dirigeants, leur en voudront à mort et les accuseront de lâcheté si ils veulent brader une partie de la souveraineté de l'Iran pour faire des affaires plus vite. Donc voilà ce que je pense. Donc l'Iran est sur la bonne voie. Il faut qu'il continue ce qu'il est en train de faire petit à petit, qu'il continue à mettre la pression, et je pense qu'ils vont finir par avoir gain de cause. Et les 2 accords bipartites et tripartites dont j'ai parlé me confirment dans ce sens. Voilà. Alors, question numéro 6. La Chine et la Russie jouent-elles en coulisses un rôle beaucoup plus important qu'elles ne veulent publiquement l'admettre dans le soutien à l'Iran? Oui, 1000 fois oui. Je pense que la Russie a joué un rôle très important, et on continue à le faire par la Caspienne, par les conseils, par comme on le sait, son partenariat nucléaire civil, puisqu'il était question dans l'accord du JCPOA que ça soit la Russie qui récupère le reste de l'uranium enrichi iranien et le stock, et c'est encore possible peut-être que ça se fasse sous cette forme, ça je n'en sais rien. En tout cas, ça montre la proximité. Et la Chine, bien entendu, qui a provoqué cet accord qui, à mon avis, est un peu mis sous le boisseau aujourd'hui, mais qui a été négocié par les Chinois, de rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et par ailleurs, les négociations qui ont eu lieu pour l'accord tripartite, elles peuvent évidemment pas avoir eu lieu sans l'aval des Chinois, pas plus que sans l'aval des Russes, bien entendu, puisqu'il s'agit de la construction future et durable. C'est pour ça que j'ai demandé à Abdeljelil de mettre le mot durable dans le titre, d'une architecture de sécurité. Et si l'on y réfléchit, cette intelligence qui est en train de se faire, où on demande à un partenaire qui peut être un partenaire qui peut vous inquiéter, comme c'est le cas du Pakistan, de construire avec vous une architecture de sécurité. Pourquoi ce que les pays du Moyen-Orient vont être capables de faire, ne sommes-nous pas capables de le faire entre les Russes, les Européens et les Américains pour la guerre d'Ukraine? C'est évidemment ça que cherchent les Russes depuis toujours, une architecture de sécurité, et nous ne sommes pas capables. Il faut vraiment s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'Europe est vent debout contre une architecture de sécurité, et je pense que la chute de l'Ukraine, qui est, à mon avis, programmée pour les semaines qui viennent, j'en ai la quasi-certitude, obligatoirement devrait faire ressortir l'idée d'une architecture de sécurité qui protège à la fois les intérêts européens et aussi
les intérêts russes. Donc, on va voir, mais en tout cas, c'est ça qui se dessine au Moyen-Orient, et ça, c'est très bien. Donc, la Chine et la Russie jouent-elles en coulisses un rôle plus important qu'elles ne veulent publiquement l'admettre dans le soutien à l'Iran? Bien sûr, elles le font de façon diplomatique, c'est-à-dire de façon non pas cachée, mais très modeste, de façon à ne pas provoquer un réveil des pro-sionistes américains, mais voilà comment la diplomatie travaille, comme ça, sans crier sur les toits, et à un moment donné, on voit sortir des accords, et c'est ce que nous voyons. Alors, question numéro 7. Quels sont aujourd'hui les véritables calculs d'Israël? Affaiblir l'Iran, provoquer un changement de régime ou imposer un nouvel équilibre régional? Alors, je dirais qu'on n'en est même plus là, parce que s'ils ont vu ce qui est en train de se passer avec ces accords et avec le virage de Trump, affaiblir l'Iran, on n'en est même plus là. Provoquer un changement de régime, on n'est plus là. Imposer un nouvel ordre régional, d'abord, ils n'ont jamais voulu un équilibre régional, ils vont l'explosion de tous les régimes qui sont autour d'eux. Donc, je dirais que aujourd'hui, leur véritable calcul, c'est aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui va se passer? À quelle sauce allons-nous être mangés? Je pense que c'est ça que doivent se demander les dirigeants israéliens. Alors, peut-être pas Netanyahou, ou Netanyahou n'est pas non plus un imbécile, il sait très bien où il est, mais il va essayer de donner le champ jusqu'au bout. Mais la question, c'est comment allons-nous sortir de cette galère? Aujourd'hui, Israël me semble totalement enfermé sur tous les points de vue. Dans toutes ces guerres, il a perdu. Il s'en va du Liban parce qu'il a été vietnamisé, parce qu'il était là aussi en retard d'une guerre. Les chars Merkava n'étaient même pas protégés contre les drones. Donc, Israël n'a rien obtenu. Ils n'ont rien obtenu à Gaza, puisqu'ils ne sont même pas capables de prendre une position politique un peu, de financer un peu en disant, mais bien sûr, Trump, on est d'accord avec ton plan, mais il faut que d'abord les Gazaouis lèvent leurs armes. Ils répondent à Trump non. Alors, c'est la pire des réponses que l'on peut faire à Trump aujourd'hui, parce que ils sont en train donc de s'enfermer. Et j'avais dit il y a déjà plusieurs années, après avoir écouté un dirigeant palestinien qui avait dit, nous sommes très proches de notre indépendance. Nous n'avons jamais été aussi proches de notre indépendance. Et il avait continué en disant, nous atteindrons bientôt le moment sud-africain, ce que nous appelons le moment sud-africain pour Israël, c'est-à-dire le moment où Israël sera tellement enfermé à cause de toutes les exactions qui sont faites, et on voit que aujourd'hui, Netanyahou n'a plus du tout la main, puisque tout ce qui est en train de se passer, l'horreur de ce qui se passe aujourd'hui, en particulier en Cisjordanie occupée, est vue par tout le monde. Donc, Netanyahou n'a plus les moyens d'arrêter ça, de punir les contrevenants, de montrer qu'il maintient une certaine forme d'ordre. Il laisse faire parce que il est tenu par Ben Gvir et Smotrich et d'autres éventuellement, mais aujourd'hui, il enfonce son pays complètement vers l'abîme, donc, et il ne le tient plus. Donc, je dirais que je pense que la pensée stratégique de Netanyahou, c'est aïe, 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 où est-ce qu'on va? Je pense que c'est ça. Alors, 8e et dernière question. Entre les Yéménites, le rapprochement Turquie-Pakistan, Arabie Saoudite et la coopération Oman-Iran, assiste-t-on à la naissance
d'une nouvelle architecture régionale capable de limiter la domination israélo-américaine? Je dirais oui, bien sûr, sauf que je pense que c'est une architecture régionale qui est suscitée par les États-Unis parce qu'elle pourrait évidemment pas avoir été mise en œuvre et même pas négociée avec ces pays s'il n'y avait pas eu en sous-main un accord américain. Donc, je pense qu'elle elle limitera dans une certaine façon la domination américaine, ou elle la fera changer de forme. Donc ça sera à l'intelligence de ces pays de savoir, dans ce jeu plus souple qu'il n'était avant, de se positionner avec les Russes, avec les Chinois, et demain peut-être avec les Européens s'ils sortent de leur stupide positionnement où ils n'agissent sur rien. Donc, je pense que ça limitera la domination, ça changera de nature la domination américaine, et par contre, ça supprimera, je pense, la domination israélienne, qui n'a aucune chance de peser dans un système pacifié dans lequel ils ne seront plus le gendarme américain, puisque jusqu'à présent, surtout avec leurs bombes, ils étaient là pour mettre le képi et aller faire peur à l'un ou à l'autre pour le compte des Américains, mais dans une future organisation, ils ne l'auront plus, ils serviront plus à rien. Je ne vois pas pourquoi les Américains continueront à payer, puisque les Américains adorent trahir, ce sont leurs meilleurs amis qui se sont mis entre leurs mains pendant des années, confère le Shah, confère Saddam, etc. Donc je ne donne pas cher de l'avenir d'Israël, qui aujourd'hui n'a pas d'avenir géopolitique, qui n'a pas une opinion qui est capable de comprendre un système régional de paix, qui n'a pas de velléité aujourd'hui de faire la paix sur son propre territoire. Donc je ne donne pas cher du tout de l'Israël. Et comme quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, j'aimerais pas être israélien aujourd'hui, en tout cas si j'avais pas une double nationalité qui me permette de filer à l'étranger, de refaire ma vie à New York, à Londres, à Paris, en Russie ou ailleurs. Et aujourd'hui, je vois très mal comment Israël va arriver à reconstruire une stratégie. Ça sera peut-être l'objet de la prochaine élection. Je n'augure pas bien non plus de l'avenir de Netanyahou, puisque évidemment, s'il perd les élections, c'est pas simplement évidemment ces problèmes de corruption qu'on va lui mettre sur le dos, mais évidemment, on va les gratouiller pour savoir quelle est sa responsabilité dans les événements du 7 octobre. Et si l'on découvre, comme je le pense, qu'il a manipulé les événements du 7 octobre en retardant l'arrivée des hélicoptères, comme Charlie Kirk l'avait dit avant sa mort, et que donc il est responsable indirectement du massacre des 600 soldats sur les 1200, une partie des civils par ailleurs des 600 ayant été tués, comme on le sait, par les hélicoptères israéliens qui les ont eux-mêmes mitraillés, confère les travaux de Michel Collomb sur ce sujet. Mais donc, si on découvre que ces garnisons qui n'étaient même pas gardées et protégées lorsqu'elles ont été attaquées par les troupes du Hamas, ont été tuées parce que elles avaient été délibérément non défendues pour donner un prétexte à Israël, à ce moment-là, Netanyahou ne sera pas accusé de corruption, mais il sera passible de la cour martiale. Donc on sera dans un tout autre registre, et je pense que Netanyahou va se battre comme un beau diable avec toute l'énergie dont il est capable et toute la fourberie dont il est capable pour essayer d'éviter cette punition, mais je pense que la situation du pays est tellement mauvaise aujourd'hui
sur le plan géopolitique, économique, etc., que un certain nombre de dirigeants, par ailleurs, vont le lâcher. Et je me rappelle de cette lettre des 550 dirigeants qui avaient dit à Netanyahou, arrête, il faut changer de politique, mais s'ils veulent essayer de garder d'une certaine façon un lien avec les États-Unis pour que les États-Unis contribuent à payer, ben, il va falloir qu'ils mettent quelque chose d'autre dans leur assiette que ce qu'ils mettent aujourd'hui, puisque visiblement, c'est plus ça qui intéresse les États-Unis dans la future configuration du monde. Voilà ce que je pense. Donc, assiste-t-on à la naissance d'une nouvelle architecture régionale? Oui, absolument. Donc, on va suivre ça de très près. Moi, je vais partir, mais évidemment, il va y avoir un certain nombre de turbulences. On va se revoir dans une quinzaine de jours environ et on tirera les conclusions. Mais moi, je suis relativement optimiste, avec beaucoup de prudence, évidemment. Et je pense que si déjà les combats s'arrêtent, aussi bien les bombardements de l'Iran que le risque d'une crise économique majeure qu'il ne faut pas oublier non plus, parce que il y a les populations africaines, il y a les populations asiatiques, il y a les populations européennes, il y a les populations américaines. Tout le monde va souffrir s'il y a une crise majeure. Donc on a intérêt à revenir le plus vite possible à la normale dans les échanges. Et si ensuite on a un accord entre les Russes, les Chinois et les Américains pour une autre construction du monde, ça aussi, ça sera un point sur lequel on pourra s'appuyer pour résoudre d'autres crises, la crise ukrainienne et pourquoi pas certaines crises américaines. Enfin, on aura un exemple de quelque chose qui peut tenir la route pour éviter la confrontation et une nouvelle guerre froide entre les pays des BRICS et les Occidentaux, et ça sera une très bonne chose. Et la seule chose que je regrette, c'est que mon pays, la France, ne soit pas partie prenante dans ce processus que je trouve passionnant. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Au revoir.